Nous avons un bon quart d'heure pour les questions. Alors, comme je le disais tout à l'heure en introduction, nous avons des questions qui ont été posées par certains élèves et j'aimerais bien qu'ils prennent la parole maintenant pour s'adresser soit à M. Seydo, soit à Mme Bueno. Allez-y, lancez-vous, s'il vous plaît. Personne? Il y a une question? Non, ça c'est vrai. Voilà. Bonjour. En quoi l'intelligence artificielle participe-t-elle à vos analyses de données? Je vais la prendre, celle-ci. Alors, dans l'intelligence artificielle, il y a surtout artificielle. Et la majorité des projets sur lesquels on intervient, on a des parties déjà de restitution qui sont tout d'abord descriptives, analytiques. On a des modèles de machine learning, mais on a très peu de projets utilisant l'intelligence artificielle. On est très sollicité, parce que c'est très à la mode, mais actuellement, au sein des structures professionnelles ou des équipes de France, il n'y a pas de modèle d'intelligence artificielle qui tourne globalement. On n'est pas encore à ces étapes-là. Si votre question était plus globale, pour le matériau textile, donc effectivement, ce n'est pas encore l'intelligence artificielle pour prédire, rentrer toutes les données à toutes ces échelles, ce n'est pas encore réellement fait. En revanche, ça serait quelque chose de particulièrement intéressant dans un gros projet en rassemblant tout un tas de données, sans oublier le sens physique. Et la collecte des données serait quelque chose de particulièrement délicat, mais particulièrement intéressant à faire. Peut-être pour rebondir aussi, nous, c'est qu'on a dans l'interaction avec les entraîneurs, en fait, donc déjà, il y a un enjeu dès lors qu'on utilise des données, il y a quand même un regard, lorsqu'on ne connaît pas les staffs, vous allez prendre, est-ce que ces technologies vont prendre notre place? En tout cas, il y a vraiment un recul vis-à-vis de ça. Et donc, tous les modèles qu'on met en place, on a un devoir d'explicabilité qui est fort. Donc, on ne peut pas fonctionner absolument pas en boîte noire. On éclate tous les modèles pour expliquer le poids de chaque variable. Et donc, on a encore la main sur l'ensemble des modèles de machine learning qu'on met en place. Oui. Bonjour, c'est pour Madame Bueno. Vous avez parlé à la fin dans les perspectives de chercher des alternatives au PFAS. Est-ce qu'on va vers une interdiction comme pour le fartage dans les skis en ce qui concerne les revêtements par exemple des combinaisons de triathlon ou autres? L'interdiction, c'est effectivement, il y a des recherches actuellement pour trouver des alternatives parce que l'interdiction, on la sent venir. Donc effectivement, il y a des projets là qui sont en cours dans ce domaine-là. Je ne pourrais pas vous en parler plus, essentiellement parce que je ne suis pas compétente. Mais voilà, oui, c'est vraiment un vrai enjeu des chimistes. Et pas que pour le sport, parce que les PFAS, les revêtements Téflon, on les retrouve quand même, enfin PTFE, on les retrouve dans beaucoup de domaines. Oui. Oui, bonjour. J'ai une question pour Adrien, et notamment sur le thème de la détection des jeunes sportifs. J'ai trouvé ça super intéressant. Quelle est la politique de partage de ces infos avec les jeunes sportifs eux-mêmes? Est-ce que c'est quelque chose qu'on partage avec eux ou pas? Parce qu'ils sont à une période de leur vie qui peut être importante vis-à-vis de la confiance en soi. Alors, on crée des outils, nous, qui vont aider à la réflexion, qui partent d'un besoin de terrain pour des interlocuteurs qui sont souvent directeurs techniques nationaux, directeurs de performance. Et donc, une fois que les outils sont compris et créés, c'est de leur décision d'ouvrir et à qui ils ouvrent ces outils-là. Par contre,
l'ensemble des recherches qu'on fait, on a un devoir de médiation et d'explication, de médiation scientifique sur ces approches. Donc si les outils qui permettent de recalibrer instantanément les performances selon l'âge biologique, selon l'âge relatif, est partagé par les sélectionneurs et que la fédération décide ou pas de le partager à l'ensemble des licenciés, ça c'est leur décision. Par contre, nous, on a un devoir d'explication des biais qui existent et des outils qui peuvent être créés, et donc d'expliquer l'impact que peut avoir l'âge biologique, l'âge relatif, l'âge d'entraînement sur les performances. Mais en fait, si certaines personnes peuvent être réfractaires au début, globalement, les outils ont vocation à être totalement partagés à terme, puisque c'est dans la globalité, en fait, c'est bénéfique. Qu'est-ce que vous qualifiez d'une performance sportive? C'est quoi la définition? Je ne vois pas où vous êtes, mais c'est une super question. C'est moi. Très très bonne question. On a eu cette problématique-là puisqu'on a, avec les Jeux Olympiques, créé le Sport Data Hub, donc qui regroupe l'ensemble des données de l'écosystème du sport français. Et les juristes nous ont dit, mais est-ce qu'on peut trouver une définition de la performance sportive? Et c'est un peu comme la définition d'une charge d'entraînement. En fait, elle est contextualisée par rapport à l'objectif. Il y a des commissions en ce moment sur la participation d'athlètes qui vont, lors de leur histoire ou de parcours de vie, changer de sexe. Et quel impact, en fait, ça peut avoir. Donc là, la définition de la performance, elle est plutôt biologique. Et dans le continuum des sécrétions hormonales et des impacts physiologiques que ça peut avoir. Donc la question, elle est très bonne, et il n'y a pas de définition globale. Il y a des définitions physiologiques, des définitions, il doit y avoir des définitions il y en a qui sont purement liées à la création et la capacité du corps à créer de l'ATP et à la régénérer le plus rapidement possible. En fait, ça va dépendre de l'objectif, de la définition. Il n'y en a pas une qui va toutes les regrouper, malheureusement. Bonjour. Merci. Dans la trajectoire d'un sportif, est-ce que vous tenez compte de la qualité des entraîneurs? Très bonne question. Alors, cette donnée-là est plus compliquée à recueillir, mais on milite depuis un certain temps. Et j'évoquais tout à l'heure Florian Rousseau, et je voyais Christophe sur la présentation de clôture qui avait une citation de Florian, où on avait à l'époque, on a toujours demandé à ce que les équipes dans lesquelles appartenait Florian, donc la mission olympique, qui accompagnait donc les fédérations, de quantifier en fait le niveau de densité d'entraînement, de quantifier la qualité du staff autour, ne serait-ce que par leur ressenti. Et sur cette partie-là de la détection, il y a une équipe suisse qui, a 3 ans, a été les premiers à publier. En fait, ils avaient des batteries de tests physiques, du profilage sociologique, psychologique de petits Suisses, pas les yaourts, des petits Suisses footballeurs. Et ils demandaient aux entraîneurs, dans 5 ans, est-ce que cet individu, quelles sont ses chances de devenir joueur de football professionnel, de 0 à 100? Et en fait, aucun modèle mathématique n'arrivait à surpasser l'œil du maquillon. Par contre, quand on intégrait la variable expertise du coach dans les modèles, ça a amélioré l'œil du maquignon et bien entendu les batteries de test. Et donc du coup, ça a été un peu le premier exemple gravé dans la littérature scientifique de la plus-value de ces informations-là. Donc depuis, on arrive progressivement à faire entrer ces informations de perception des coachs et de perception des accompagnateurs à un niveau supra de la qualité perçue des entraîneurs. Et c'est pour ça qu'il y a aussi eu un plan coach là, pour 2024 par l'Agence nationale du sport, qui a permis de ramener des coachs français qui étaient à l'étranger, de les rémunérer de façon plus correcte pour augmenter le niveau d'accompagnement des athlètes français, parce que c'est une variable extrêmement importante. Vous avez raison. Alors, oui, une question. Bonjour. C'est une question à propos des textiles. C'est pour savoir si, par exemple, les différents tricots qui améliorent pour le corps, est-ce que aussi les sportifs ressentent une amélioration au niveau de leur performance, tout ça, par rapport au fait que les tissus sont différents? Voilà. Alors, la performance, contrairement à Adrien, moi, je ne la mesure pas, mais vous avez une notion de confort et d'évacuation de
de diminution de la chaleur qui, là, va être totalement relié à la performance. Et par ailleurs, vous avez à voir dans particulièrement les chaussettes, si la personne fait des ampoules, si votre marathonien a les pieds en vrac, il peut être très entraîné, il n'ira pas au bout, il ira au bout, mais avec une performance qui sera mauvaise. Donc effectivement, oui, ça joue énormément. Et je vous dis, on peut progresser, il y a encore des progrès à faire, mais il faut savoir qu'il faut faire ces progrès à un coût produit au final qui soit compatible avec le marché. Parce qu'on peut avoir des super stratégies, mais qui coûtent tellement cher que de toutes les façons, elles n'arriveront jamais sur le marché. C'est un élément très important au textile. Regardez combien vous payez un vêtement de sport, et vous verrez... Jamais, je panique. Est-ce que vous étudiez aussi les performances des animaux avec les données, donc par exemple des chevaux de sport? Dès qu'il y a un blanc, je parle. Alors, personnellement, on a par le passé étudié des événements de survenue de blessures du couple cavalier et cheval. Par contre, on n'a pas de projet actuellement, mais la Fédération française d'équitation est dotée d'une cellule de support scientifique avec des équipes vraiment étoffées et les projets sont assez exceptionnels qu'ils mettent en place, à la fois sur les chevaux, à la fois sur les interactions. Et donc chaque fédération est structurée depuis les Jeux Olympiques avec des référents scientifiques. Et donc là, l'équipe de cette fédération est vraiment importante. Et si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir sur leur site de l'IFCE tous les projets qu'ils mettent en place, parce que c'est assez spectaculaire, à la fois sur le monitoring des animaux, des athlètes, les interactions que ça peut générer. C'est un travail très poussé, ouais. J'avais une question. D'où provient le textile? Non, est-ce que ça pollue? Alors, est-ce que c'est polluant? je vais vous répondre. Là, le procédé textile n'est pas particulièrement polluant. Ce qui est polluant, parce qu'on entend beaucoup parler en ce moment, ce sont les déchets textiles, parce que c'est la dernière planche que je vous ai présentée. On consomme trop de textile. C'est-à-dire que quand on achète du textile, alors, à quelques euros, qui vient de l'autre bout du monde, parce que fabriqué dans des conditions sociétales dramatiques, et qui viennent de loin, donc avec une émission CO2 non négligeable du fait du transport, et qu'on la met 2-3 fois et qu'on la jette, là oui, ça consomme. C'est notre réduction de consommation du textile, il faut qu'on consomme moins mais mieux. Et là, c'est nous tous qui devons faire l'effort. Donc le textile, oui, parce qu'on en consomme trop, comme on brûle trop de carburant, comme voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. On va prendre une dernière question au fond du... Il y a le monsieur là-bas qui lève le oui. doigt depuis longtemps. Voilà, si on pouvait lui donner un micro. Je voudrais savoir si vous incorporez des statistiques ethniques dans vos processus de sélection et de développement des athlètes. Je sais qu'en France, c'est interdit, mais enfin, à l'étranger, je crois aux États-Unis, ça pourrait être autorisé. Je pense en particulier à l'origine afro-américaine, les Antillais, les Kenyans. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Un collègue a travaillé sur ces aspects-là, sur notamment les origines géographiques en athlétisme. Et sur les ascendants qui pouvaient exister. Il y a des études qui montrent en fait aussi des capacités différentes par biopsie avec des mutations pour par exemple les sprinters de protéines telles que l'alpha-actinine 3 qui permettent d'être de contracter et de relâcher plus rapidement les fibres musculaires pour simplifier le processus et donc du coup être en capacité de courir plus vite. Et donc chez les sprinters et chez les afro-américains, il y a une surmutation de ces protéines-là. Et aussi dans la population générale, par exemple des Fidjiens qui ont une capacité à courir très vite si on s'intéresse au rugby, en population générale et sur leur rugbyman de haut niveau. Et à contrario, on peut trouver des études qui vont montrer que des marathoniens sont KO sur cette protéine-là.
ou que dans les études d'origine géographique en athlétisme, que les Kenyans des hauts plateaux vont se retrouver avec des prédispositions à la fois morphologiques, génétiques, culturelles et sociales qui facilitent leur pratique sur le fond et le demi-fond. Morphologiquement, par exemple, ils vont avoir des mollets qui ont une forme qui est plus optimisée pour la pratique de la course à pied longue. Le fait de vivre sur des hauts plateaux va favoriser la création d'hémoglobine. Et ces événements-là, ces facteurs-là, on peut les retrouver dans différents sports avec différentes populations, en effet. On évoquait certaines histoires. Il y a un journaliste scientifique du New York Times qui a écrit, ça a été traduit là maintenant, les gènes du sport, qui retrace en fait selon différents sports ces notions-là. C'est une très bonne vulgarisation, médiation scientifique de ces éléments-là, si le sujet vous intéresse pour démarrer. Bien, écoutez, bonjour. Merci. Non. Bonjour. Une dernière alors, la dernière. S'il vous plaît, une dernière question. Est-ce que la couvrance réduit la performance d'un sportif ? Est-ce que la quoi, pardon, j'ai pas entendu. Est-ce que la couvrance réduit la performance d'un sportif ? La couvrance ? Oui, la couvrance. Vous voulez dire de mettre plusieurs couches de textile ? Oui, c'est ça. Ah oui, si la personne, enfin l'athlète ou le sportif a trop chaud, de toute façon, je pense que Adrien pourrait vous dire que ça va réduire la performance. Donc effectivement, l'organisme va pas être aussi performant quand il fait chaud. Je ne sais pas si vous faites du sport, quand il fait trop chaud, il va pas y arriver, ou quand il n'arrive pas à évacuer l'humidité. Si vous avez trop chaud, pour rebondir en fait, et que d'un point de vue de la thermorégulation, ça se passe pas bien. Si vous êtes en sudation trop importante parce que vous n'arrivez pas à évaporer la sueur sur votre corps, en fait 2% de perte hydrique, ça va engendrer 20% de votre capacité VO2 max. Donc c'est-à-dire que vous allez être 20% moins performant pour apporter de l'oxygène à vos muscles pour pouvoir créer une activité physique. Ça va générer aussi une perte de près de 40% de vos capacités. Alors on pourrait le traduire en termes de lucidité, mais cognitivo-perceptive. Si vous êtes déshydraté de l'ordre de 2%. Donc c'est un enjeu majeur d'avoir des textiles, notamment dans des conditions chaudes, qui permettent une évaporation de cette sudation. Merci, je vous remercie. Très bien. Écoutez, merci à nos deux intervenants de ce matin. Je pense qu'on peut les applaudir. Et puis on va passer à la table ronde.